Salut à tous! Savez-vous pourquoi on apprécie autant la musique? Eh bien moi non plus, et c'est probablement pour cela qu'elle est aussi fascinante et mystérieuse. L'arrangement des sons, élément pourtant simple s'il en est, devenant mélodie, harmonie et invitant au rêve et à la poésie. Autant de raisons qui laissent à penser que mathématiques et musique sont fortement liées. Eh bien alors, examinons le lien entre ces deux matières, et penchons-nous plus particulièrement sur l'exemple de la gamme. Je prends l'exemple de la gamme car elle est au cœur de la musique. En effet, c'est elle qui structure l'harmonie et fonde le système tonal. Et si tout ça, ça ne vous parle pas trop, l'idée c'est que, sans la gamme telle qu'on la connaît, un morceau de musique pourrait tout à fait ressembler à ça, ou encore à ça. Et ça vaut aussi pour les morceaux de musique récents. Le dernier album de Maître Gims aurait un aspect un petit peu différent. Et bien tout cela, c'est possible grâce aux maths. Et pour comprendre cela, il faut remonter aux origines. Un jour que Pythagore se promène, il passe à côté d'une forge, et est saisi d'étonnement. Il constate en effet que les différents marteaux des forgerons émettent des sons différents. En investiguant un peu, il se rend compte que c'est la masse des marteaux qui détermine la hauteur, et que certains rapports de masse donnent des intervalles plus harmonieux. Pour étudier ce phénomène, il invente un instrument, le monocorde, qui ressemble en gros à ceci, une corde tendue avec un taquet permettant de changer la longueur de la corde. Bon, ici je vais prendre un violon, mais imaginez que c'est un monocorde. Et ce n'est plus la masse qui va changer, mais la longueur de la corde. Et voici quelques rapports spéciaux qu'il a trouvés. Un demi, l'octave. 2 tiers, la quinte. 3 quarts, la quarte. Or Pythagore c'était un grec, donc toujours à la recherche de la perfection et de l'ordre dans le monde. Et il a vu des rapports de nombres entiers simples qui sonnaient harmonieusement, du coup il s'est dit, nickel, on va fonder toute la musique là-dessus. Il va donc partir d'une note, par exemple le Do, et de quinte en quinte construire toutes les autres notes de la gamme, en multipliant à chaque fois la fréquence par 3 demi. Do, Sol, Ré, etc. etc. jusqu'à La dièse, Mi dièse, Si dièse, et il apparente le Si dièse au Do. Puis en changeant l'octave des notes, il les remet toutes entre les deux Do pour former la gamme chromatique. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, etc. jusqu'au Do. Puis pour construire les bémols, il divise de même par 3 demi successivement. Fa, Si bémol, Mi bémol, etc. jusqu'à Do bémol, Fa bémol. Mais là il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on définit différemment par exemple le Fa dièse et le Sol bémol alors que c'est la même note? En tout cas sur un clavier. Pour comprendre, on va revenir sur les opérations qu'on a faites. On est parti d'une fréquence de base, par exemple le Do à 130 Hz. Bon, en vrai le Do c'est plutôt 131 Hz, mais on va arrondir. Puis on l'a multiplié un certain nombre de fois par 3 demi, jusqu'à retomber sur un Si dièse aigu, qu'on assimile à un Do. En fait on a multiplié 12 fois par 3 demi. On était donc à la fréquence 130 fois 3 demi puissance 12. Puis on a divisé un certain nombre de fois par 2 pour revenir dans la gamme. En fait on a divisé 6 fois. On a donc 130 fois 3 demi puissance 12 fois 1 demi puissance 6. Et on a considéré qu'on retombait exactement sur le Do, c'est-à-dire sur 260 Hz. Or si on calcule, 100 fois 3 demi puissance 12 fois 1 demi puissance 7 est environ égal à 264 Hz. On s'aperçoit qu'on a fait une approximation entre le Si dièse et le Do. Et en fait, on peut même facilement montrer avec cette méthode qu'on ne retombera jamais sur un Do. En effet, on veut avoir 130 fois 3 demi puissance n fois 1 demi puissance m est égal à 260, où n et m sont des entiers. On cherche donc à avoir 3 puissance n égale 2 puissance m plus n plus 1. Or, les puissances de 3 sont des nombres impairs, et les puissances de 2 sont des nombres pairs. On cherche donc à avoir un nombre impair égal à un nombre pair, ce qui est impossible. On voit donc que notre gamme n'est pas parfaite. Il y a cette différence entre le Si dièse et le Do, qui est d'ailleurs la même différence qu'entre le Sol bémol et le Fa dièse, qu'on appelle le coma pythagoricien, qui empêche la gamme de se répéter. On parle alors de spirale des quintes et plus de cycle des quintes, puisque comme on l'a vu, la gamme ne va jamais se répéter. Pour pallier à cela, les premiers fabricants d'instruments rétrécissaient un petit peu un des intervalles, pour permettre le chevauchement des différentes gammes. Ça rendait certaines quintes inutilisables, notamment celle qu'on appelait la quinte du loup, qui hurlait. Une autre méthode, celle qui est utilisée sur les pianos modernes, est de répartir ce coma pythagoricien entre tous les intervalles de la gamme. C'est ce qu'on appelle la gamme tempérée. Chaque ton y est égal et un demi-ton vaut exactement la moitié d'un ton. Et ça la rend totalement fausse.
Bon alors vous me direz qu'on ne l'entend pas vraiment fausse, et que ça sonne harmonieusement. On comprend cela quand on remonte à l'origine des sons. Les sons sont les assemblages de sinus et de cosinus de fréquences différentes. Et dans les sons qui ont une hauteur déterminée, ceux-ci sont agencés de manière particulière. Par son qui a une hauteur déterminée, j'entends ça, et pas ça. En effet, quand le son a une hauteur déterminée, les fréquences présentes sont en général multiples entiers d'une fréquence de base, appelée fondamentale. C'est le cas par exemple dans la voix humaine. Ainsi, si on chante un son à 100 Hz, il y aura aussi du 200 Hz, du 300 Hz, etc. Et l'agencement de ces différentes fréquences fera le timbre, c'est-à-dire la signature de la voix. Ainsi, on comprend bien que certains sons vont bien aller ensemble. Par exemple, 100 Hz et 150 Hz, car ils ont des harmoniques en commun. C'est la consonance. Ça explique aussi pourquoi le rapport 3/2 sonne agréablement. Et ça va être le cas en général de tous les rapports avec des petits entiers. A l'inverse, des rapports de fréquences avec de grands nombres entiers vont paraître moins harmonieux. Par exemple, deux sons à 100 Hz et 101 Hz ont leur première harmonique commune à 10 100 Hz, ce qui est très élevé. Bon, tout ça c'est dans la théorie, mais dans la pratique, l'oreille humaine n'est pas parfaite. Ainsi, si deux sons sont très proches, on aura tendance à les confondre et à croire qu'il s'agit de la même note. Et donc, dans la gamme tempérée, même si tous les intervalles sont faux, ils sont très faiblement faux, et ils vont donc paraître justes, sauf pour une oreille très exercée. Bon, très bien, donc on a compris d'où venait la gamme de Pythagore, qui a donné naissance à la gamme actuelle, la gamme à 12 tons. Mais quand on y pense, cette construction a quelque chose d'un petit peu arbitraire. On s'est basé sur le rapport 3/2 parce que celui-ci paraissait harmonieux naturellement, mais c'est le cas d'autres rapports. L'exemple le plus simple est celui de Zarlino. Ce musicien du XVIe siècle propose une gamme basée sur les rapports 3/2 et 5/4. Cela lui permet aussi d'arriver à une gamme à 12 tons, mais qui est d'un certain côté plus juste que la première. Par exemple, la tierce y est parfaite, ce qui n'était pas le cas dans la gamme de Pythagore. Et on peut aller encore beaucoup plus loin en se basant sur l'arithmétique, et plus spécifiquement sur les nombres premiers. Revenons aux sons et aux harmoniques. Prenons un Do de fréquence 130 Hz et repérons ses différentes harmoniques. On a vu que le rapport 3/2 nous paraissait harmonieux, car la troisième harmonique est proche du fondamental, la division par 2 ne représentant que le passage à l'octave en dessous. Et avec les nombres 3 et 2, on peut construire d'autres rapports, et donc atteindre d'autres harmoniques. Ces notes vont alors sonner parfaitement dans la gamme de Pythagore. Mais on voit aussi que certaines notes simples ne seront jamais atteintes. C'est ce que raconte un théorème d'arithmétique, appelé le théorème de la décomposition en facteurs premiers, qui dit entre autres qu'on ne peut pas atteindre 5 et 7 avec seulement 2 et 3 des multiplications et des divisions. La solution est alors d'intégrer ces nombres à la gamme en définissant des notes par rapport à ces nombres. Ainsi, en prenant plus ou moins de nombres premiers, on pourra définir des gammes différentes. Bien sûr, certaines vont se ressembler, mais une oreille exercée pourra les différencier, car elles auront des couleurs différentes, qui seront directement liées au nombre premier qu'on a utilisé. Et voici quelques exemples. Et on peut même faire mieux encore. Pythagore a approximativement rebouclé sa gamme au bout de 12 tons, et ce parce qu'il avait choisi les nombres particuliers 2 et 3. Mais en choisissant d'autres nombres, on peut très bien imaginer des gammes à 4 tons, 6 tons, 10 tons. Et ici on voit bien que la gamme que l'on connaît actuellement a quelque chose d'aléatoire. Ça aurait pas été Pythagore, on n'aurait peut-être pas choisi les nombres 3 et 2, et on aurait peut-être eu des gammes totalement différentes. Alors après vous allez me dire que les gammes qu'on a entendues là sont pas très jolies, pas très mélodiques, mais elles sont pas moins naturelles que la gamme que l'on connaît. Et je pense que c'est plutôt une histoire d'habituation. Si on entendait des morceaux composés avec ces gammes depuis le début de notre vie, peut-être qu'on les trouverait très jolis. En tout cas, une chose est sûre, maths et musique sont fortement liés. Et il y a d'autres domaines comme ça, et on pourrait en parler encore très longtemps. Par exemple, la musique introduit le système logarithmique avant l'heure. Sans rentrer dans les détails, les logarithmes sont entre autres cet opérateur qui permet de passer de la multiplication à l'addition et vice-versa. En effet, logarithme de A plus logarithme de B est égal à logarithme de A fois B. Et bien dans la musique c'est la même chose. Pour passer d'une octave à une autre, on additionne 12 demi-tons. Pourtant, en termes de fréquence, il s'agit d'une multiplication, puisqu'on multiplie par 2. On passe bien d'une addition à une multiplication, et vice-versa.
Et il y a même des compositeurs, comme Jean-Sébastien Bach, qui se sont amusés à créer des morceaux palindromiques, c'est-à-dire qui se lisent indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche. C'est le cas par exemple du Canon du crabe que vous entendez en ce moment même. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer, et on se retrouve une prochaine fois sur Mathémagique.